Nous sommes le jeudi 15 avril 2021. Vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Le chef de l'État exprime sa compassion aux agents des forces armées béninoises, objets d'attaque lors des violences préélectorales. Il leur a rendu visite sur le lit d'hospitalisation à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Les soutiens du duo du parti Foscori pour un Bénin émergent prennent acte des résultats provisoires proclamés par la Sénat. Retour dans ce journal sur l'essentiel de leur déclaration. Les populations de Nati-Tengou se prononcent sur les résultats provisoires rendus publics par la Sénat. Les citoyens interrogés sur le sujet dans la cité des Nantos ont exprimé leur satisfaction. Vous les suivrez en détail dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Direction le cabinet du chef de l'État pour commencer. La mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été reçue en audience par le président Patrice Talon. Au menu des échanges, la déclaration de la mission sur l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril. Reportage à Sionbokan et à Sionbo. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a reçu en audience le mercredi 14 avril la mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En fin de mission, la délégation conduite par l'ancien chef de l'État sierra-léonais, Ernest Bailly Koroma, est allée présenter ses observations au président Patrice Talon. Nous sommes venus ce matin pour rencontrer le chef de l'État, pour lui soumettre notre rapport préliminaire, notre déclaration préliminaire. Les élections sont terminées. Nous avons compilé les informations concernant ces élections que nous avons mis dans un document que nous avons soumis au chef de l'État. Le comportement du peuple béninois lors de l'élection présidentielle a été souligné par la délégation. The position is that we have Nous avons saisi l'occasion pour féliciter le peuple béninois pour avoir organisé des élections transparentes, pacifiques, dans lesquelles les jeunes ont participé, les femmes aussi. La mission d'observation a félicité les institutions et les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation et qui ont contribué au succès de l'élection. Dimanche dernier était donc un jour d'élection au Bénin, vous le savez. Un peu avant, le pays a enregistré des violences préélectorales à l'occasion des agents des forces armées béninoises ont été objets d'attaque par des hommes armés. Les soldats blessés sont hospitalisés à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Hier, ils ont reçu la visite du président Patrice Talon. Suivez. Le président Patrice Talon est allé rendre visite aux agents des forces de défense et de sécurité blessés. Victimes des violences préélectorales au centre et au nord du Bénin, alors qu'ils étaient en mission, ces militaires et policiers ont été admis à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour les soins. Le chef de l'État leur exprime son soutien et celui de la nation. Sachez une chose, dans tout le cas, tout sera fait. S'il faut vous évacuer dans un centre plus spécialisé si c'est nécessaire, tout sera fait sans hésiter. La nation vous êtes reconnaissante que nous ferons tout ce qu'il faut. Et bravo et encore du courage. Ils avaient reçu pour instruction d'enlever les obstacles posés par des citoyens pour entraver la circulation. Mais ils ont été pris pour cible. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tirs nourris pendant cette noble mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud. Donc les pays de l'Interland qui utilisent notre port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps? Qu'est-ce que le pays serait devenu, l'un le sud, les besoins des uns et des autres, les pays de l'Interland. Ils sont allés, faute d'avoir pu raisonner les concernés, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie,
Et pendant qu'ils le faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Le chef de l'État, exprimant son indignation, promet que l'État prendra ses responsabilités devant de tels actes. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes et qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes, et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs. Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés, pour arriver à une telle situation. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes, parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi, notre pays, notre unité. Ces hommes en uniforme n'ont pas riposté à leurs assaillants et ont évité le pire, bien qu'ayant subi des préjudices corporels. Ils sont au total 28 membres du personnel des forces de sécurité et de défense. Pour le président Patrice Talon, ils sont des héros. Et ces violences commises avant l'élection présidentielle du 11 avril 2021 dans les communes de Tchaourou, Bonte et Savé n'ont pas été sans conséquences. Des dégâts aussi bien matériels qu'humains sont enregistrés. Le gouvernement prend des mesures pour ramener le calme. Je vous invite à suivre la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur la situation. Le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Tchaourou et de quelques localités dans les communes de Bonte et de Savé. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée, en vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens. Les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces, afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés
par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savet et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Et toujours par rapport au scrutin présidentiel du dimanche dernier, réaction du gouvernement sur les rumeurs de fraude qui circulent sur les réseaux sociaux après le scrutin. Pour l'exécutif, ce sont des actes de sabotage orchestrés par ceux qui ne voulaient pas de l'aboutissement du processus électoral en cours. C'était au cours d'une conférence de presse. On en parle en détail avec Narcisse Alossé. La réaction du gouvernement était attendue suite aux images vues sur les réseaux sociaux et montrant dans des bureaux de vote des agents estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports. D'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Pour les conférenciers, il s'agit d'un sabotage pour discréditer le processus électoral et il semble bien connaître les auteurs. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics. Nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Ces actes feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice, ont ajouté les membres de l'exécutif. Nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. À ces actes s'ajoute la confusion observée ces derniers jours autour du taux de participation à cette élection présidentielle. Mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous ne pouvons pas nous fier aux pronostics des organisations dites de la société civile. Nous ne pouvons pas nous fier aux estimations des uns et des autres. Nous devons nous tenir tranquilles, jusqu'à ce que la Commission électorale nationale autonome proclame
les grandes tendances et nous situe, nous fixe sur le taux de participation qui est un enjeu important, je le comprends, et surtout sur les scores des uns et des autres. Bien d'autres sujets, notamment celui relatif à la réforme du système partisan, ont aussi meublé les échanges entre hommes et femmes des médias et les membres de l'exécutif. Cette réforme a été opérée pour clarifier un système dont l'échec était avéré, a conclu le ministre Alain Ronla, porte-parole du gouvernement. Réaction maintenant des différents partis en lice pour cette élection présidentielle. Eh bien, la victoire du duo Talon-Talata semble passer sans contestation majeure. Hier mercredi, les soutiens du duo du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE sont montés au créneau. Ils disent avoir pris acte des résultats proclamés par la Sénat et déplorent tout de même les irrégularités qui ont émaillé le déroulement du scrutin. Je vous invite à suivre la substance de leur déclaration, lu par le porte-parole Salomon Ojo, directeur adjoint de campagne du parti FCBE dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Militantes et militants du parti Foscori pour un Bénin émergent, chers compatriotes, la Commission électorale nationale autonome vient de donner les grandes tendances de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 et nous place deuxième après le duo Patrice Talon-Mariam Talata. En prenant part à cette élection, notre parti, la Foscori pour un Bénin émergent, voulait, face à la ruse et à la rage, proposer au peuple béninois une alternative afin de mettre fin à la gouvernance antisociale de la rupture. Pour arriver à cette alternance, la participation massive du peuple au scrutin du 11 avril était impérative. Le parti FCBE et son duo se sont retrouvés seuls, d'une part pour affronter l'ensemble des partis et mouvements soutenant le président sortant, et d'autre part l'ensemble des partis de l'opposition radicale qui ont préféré manifester pour réclamer le départ de ce dernier le 6 avril 2021. Face à cette situation, la détermination et l'engagement de nos militants, que nous saluons au passage pour leur bravoure, n'ont pas suffi pour limiter les irrégularités constatées par-ci, par-là, notamment les intimidations, les bourrages d'urnes, le renvoi de certains de nos représentants, l'annulation fantaisiste des voix, l'insécurité dans les centres de vote, ainsi que la non-tenue du vote dans certains arrondissements et circonscriptions électorales favorables à FCBE et à son duo. Face à de telles irrégularités, le parti Foscori pour un Bénin émergent aurait bien voulu faire des recours afin d'obtenir l'annulation ou la reprise du scrutin dans certaines communes. Mais le caractère monocolore des institutions ayant en charge de ces recours ne nous y encourage pas. C'est pourquoi, tout en condamnant avec la dernière rigueur ces irrégularités et tout en déplorant le refus du peuple de se libérer de la rupture en sortant massivement le 11 avril 2021, voter pour notre duo, le parti FCBE et son duo, tout en prenant acte des résultats provisoires prononcés par la Sénat, en appel à l'impartialité de la Cour constitutionnelle, seul juge du contentieux électoral en matière de l'élection du président de la République, afin que des mesures conséquentes soient prises pour la vérité des urnes.
Le duo Korwe-Agossa était également face à la presse. Corentin Korwe se dit surpris par les chiffres avancés par la Sénat. Il fait également cas de nombreuses irrégularités qui ont émaillé le déroulement du scrutin. Le duo Korwe-Agossa laisse constater à travers sa sortie médiatique que le choix de la continuité qui se dégage de la présidentielle dernière tient du comportement de leurs amis de l'opposition. Au micro Canal 3, Bénin Dakime Ouseni et Henri Ganti, je vous invite à suivre la déclaration de presse. Même si notre parcours politique et nos convictions à l'un et à l'autre viennent de loin, cette présence à l'élection présidentielle du 11 avril n'était pas prévisible. Nous demeurons toujours un duo de l'étonnement et je vous dis merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nous voulons ensuite féliciter de manière républicaine nos deux duos concurrents, à savoir le duo Talon Talata et le duo Djemba Hunkpe, pour leur participation à la compétition et pour la confiance reçue de nos compatriotes qui leur ont accordé leur suffrage. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon Talata, arrivé en tête de cette élection dès le premier tour, selon les grandes tendances proclamées par la Sénat. La campagne électorale est terminée. Le scrutin a eu lieu, mais l'avenir politique est à nous. Mon colistier Irédé Agossa et moi, nous continuerons à nous battre pour la restauration de la confiance et même de la conscience. Si seulement l'abstention au sein de l'opposition était réduite, ne serait-ce que de 40%, non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour, c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités. Il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Et je reviens sur les propos du président. Nous allons nous battre pour que cette conférence dont nous parlons soit réalisée. Le Bénin a démontré en 1990 ici que nous sommes un peuple mûr et capable. Aujourd'hui, l'état des lois qui est là va être modifié. Et nous aurons un état de droit comme on l'a toujours eu. Et ceci à travers nos capacités, notre niveau de conscience, notre capacité politique. Mathématiquement, s'ils ne sont pas pour ceux qui veulent l'alternance par les urnes, ils devraient être pour d'autres. Nous avons les deux tendances aujourd'hui. Mais d'autres sont arrêtés, mais ce peuple est calme. Voyez après les élections, malgré les irrégularités, voyez la réaction du peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, nous pensons qu'il y a matière à réflexion au niveau de l'opposition. Nous devons réagir et nous devons faire en sorte que ça soit clair désormais. Et nous allons nous battre pour ça. Et ça sera notre combat pour les prochaines échéances, que le peuple ait un message clair. Face à ces différentes réactions, notre rédaction s'est rapprochée du professeur de droit Ibrahim Salami. Je vous invite à suivre son analyse sur la question du taux de participation. Ces explications sont présentées au micro de Clément Achadé et Elvis Tonokwa. D'abord, disons que nous arrivons au terme d'un processus qui n'a pas été facile pour la classe politique et pour les citoyens. La question de la participation politique renvoie à la question de savoir s'il y a un seuil légal pour que l'élection soit validée au Bénin. Je crois que, comme j'ai l'habitude de dire en tant que scientifique, il faut faire la part des choses entre ce qui est juridique et ce qui est politique. Ce qui est juridique, c'est qu'il faut se référer au texte de la République, la Constitution et le Code électoral pour se rendre compte qu'il n'y a pas de seuil légal de participation à une élection pour que l'élection soit validée. De sorte que même si 20% des personnes inscrites sur les listes électorales, même si 10% des personnes inscrites sur les listes électorales, même si 5% des personnes inscrites sur les listes électorales seulement vont voter,
ça ne voudra pas dire que l'élection n'est pas légale. Et cela s'entend lorsqu'on considère que nous sommes dans un pays où le vote n'est pas obligatoire. Il faut distinguer 2 ou 3 choses. D'abord, il y a les votes blancs, c'est-à-dire ceux qui vont se présenter dans les bureaux de vote, mais ne choisissent pas. Il y a des votes nuls, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui choisit tous les candidats à la fois. Ce vote est nul. Alors, en dehors de ça, il faut distinguer les non-inscrits. Les non-inscrits sont des gens qui ne sont pas, qui ont l'âge légal pour être sur la liste électorale, mais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et enfin, ceux qui s'abstiennent d'aller voter, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits sur les listes électorales, mais qui choisissent de ne pas aller voter parce que nous sommes en démocratie. Dans cette démocratie libérale, on ne peut pas forcer les gens à aller voter. Et enfin, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, qui ont envie d'aller voter, mais qui sont empêchés d'aller voter. Je pense que dans tout cela, il faut prendre en compte une chose. Il y a ce qui relève de la légalité électorale, et puis il y a ce qui relève de la légitimité. La légitimité électorale voudrait qu'on ait toutes les personnes inscrites sur les listes électorales aillent faire le choix. Et ce choix-là pourra être de déterminer qui va gouverner le pays, le choix des gouvernants. Mais à partir du moment où on a des citoyens qui sont allés voter, que ça atteigne ou pas 50% des personnes inscrites, le vote est valable, le vote est légal. Et on constate que dans beaucoup de pays, il y a de plus en plus une désaffection des citoyens par rapport au vote. Ça peut être dû à plusieurs raisons. On fera le point par rapport à cette élection-ci. Ça peut être dû au fait que la compétition n'était pas ouverte à tous ceux qui voudraient y participer. Ça peut être dû au fait que l'argent peut-être a moins circulé. Ça peut être dû au fait que les citoyens ont déjà intégré que cette élection était sans enjeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, il y a compétition, mais il n'y a pas match. Le titulaire de droit, le professeur Ibrahim Salami, s'est également prononcé sur le chaos en évoquant l'avantage pour le Bénin d'une élection à un seul tour. Ibrahim Salami a par la même occasion donné son avis et sa lecture de la prorogation du mandat du chef de l'État prévue par la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. On l'écoute à nouveau. Ces résultats, si vous regardez l'article 45 de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée, qui n'est pas une nouvelle Constitution, on peut voir que le duo président de la République et vice-président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le principe, c'est la majorité absolue des suffrages exprimés. Et dans les suffrages exprimés, le duo Talon-Talata a obtenu plus de 50% plus 1. C'est ça la majorité absolue des suffrages exprimés. Et donc, il suffisait que le duo ait cette majorité pour être considéré comme étant gagnant. Alors, le mot chaos est entré dans le droit constitutionnel béninois en 2011. Et ce chaos-là, le fait que le président Yahi Boni ait remporté dès le premier tour l'élection présidentielle, était considéré comme un accident institutionnel et constitutionnel parce qu'on n'était pas habitué à ce genre de résultats. Et beaucoup avaient estimé que c'était anormal. Je suis de ceux qui le pensent aussi, toujours. Mais aujourd'hui, on peut considérer que le chaos de 2011 était un petit chaos et que le chaos de 2021 est un grand chaos par l'ampleur et l'étendue de cette élection. Mais toujours est-il que ça nous prive d'un second tour, ça nous fait l'économie d'un second tour. Dans le contexte actuel où la Constitution révisée prévoit que, à l'article 157 alinéa 2, que le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021 à 0 heure, combiné avec l'article 153.3 alinéa 3, dans tous les cas, le président de la République entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai. Alors, quand on fait une lecture combinée de ces deux dispositions,
on se rend compte que, n'ayant pas de second tour, on est quand même obligé d'attendre fin mai, le 23 mai en quelque sorte, en réalité, pour que le chef de l'État puisse prêter serment. C'est dans plus d'un mois. Je trouve que dans le contexte politique actuel, il va peut-être falloir saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle nous dise quelle interprétation elle peut retenir dans le contexte actuel pour ne pas en arriver à... Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aux conditions dans lesquelles on est aujourd'hui en disant que ces conditions postulent que la prestation de serment puisse avoir le plus tôt possible et que la machine de l'État puisse se remettre vite en place. Mais je ne suis pas juge constitutionnel, j'en laisse la responsabilité et la charge au juge constitutionnel. Et les populations de Nati Tengu ont suivi avec beaucoup d'attention le déroulement du scrutin du dimanche dernier. Ces populations interrogées par notre équipe en région se prononcent sur les résultats provisoires rendus publics par la Sénat. Les citoyens interrogés sur le sujet dans la cité des Nanto ont exprimé leur satisfaction. Je vous invite à les suivre. 86%, ce n'est pas ce que nous on attendait. Hein. C'était un chaos à 95%, selon moi, mes projections. Parce que vous savez, Patrice Talon, son excellence, Patrice Talon, lors du premier quinquennat, il s'est investi, il a beaucoup fait pour ce pays. Les actes de développement qu'il a eu à poser, normalement, doivent pousser le peuple à le plébisciter. Et pour moi, c'était vraiment prévisible. Je crois que, comme beaucoup de gens l'ont pensé, bon, on se préoccupait beaucoup plus du taux de participation, vu l'atmosphère qui régnait au niveau de certaines régions du pays. Et je crois qu'on n'avait pas besoin d'aller consulter le FA pour savoir que ça pouvait aboutir à un tel résultat. Étant entendu que les réalisations du président Patrice Talon pendant les 5 premières années qu'il a dirigé ce pays parlent d'elles-mêmes. Et le peuple qui les vit quotidiennement s'est exprimé. Je pourrais dire dans un sens que c'était prévisible, parce que il faut dire que le président sortant qui est réélu avait déjà quand même préparé sa réélection à travers cette tournée-là qu'il a eu à faire dans les 77 communes qui était une réconciliation dans une certaine mesure avec le peuple. Parce qu'il faut dire, il faut reconnaître que les 3 premières années l'ont rendu un peu impopulaire à cause des réformes courageuses. Mais cette tournée de reddition de comptes a réconcilié un tant soit peu le président Patrice Talon avec la population. Je pense que ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant du tout, vu le travail que l'homme a fait sur le terrain. Surtout pour ce qui concerne l'Atakora, il y a eu beaucoup d'acquis. Aujourd'hui, moi, je voudrais dire que le président Patrice Talon est élu et il est d'office le président de tous les Béninois. Maintenant, chacun doit se ranger et mettre la main à la pâte et travailler avec le président élu parce que dans tous les cas, c'est le président de tous les Béninois et il en sera ainsi pour les 5 prochaines années. Donc, nous devons mettre en avant le développement du pays. Donc, nous devons contribuer avec lui au développement. C'est le travail qui paye. Vous savez, le travail paye. Si on se met sur le terrain pour voir tout ce qui a été fait, ça ne pouvait que être ça. C'est d'abord au président élu qu'il tende la main à tout le monde. Il est président de tout le monde, quelle que soit notre sensibilité. C'est lui le chef de l'État. Ça veut dire c'est lui le père de la famille. Il tend la main à tout le monde. Ceux qui sont bons ou ceux qui sont mauvais, il n'a qu'à leur tendre la main pour que ce pays soit construit dans la paix. Comme on était. On était un pays envié. Tout le monde avait envie de venir au Bénin parce qu'il y avait la paix. Mais nous souhaitons que cette paix-là revienne pour que les fils et les filles du pays s'entendent pour aller la mettre dans la main et changer notre pays comme on le souhaite.
48 heures après la tenue du scrutin présidentiel, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix sort un rapport préliminaire de sa mission citoyenne déployée sur le terrain. Au total, 635 observateurs ont été mobilisés par cette plateforme de la société civile pour s'assurer de la conformité du processus électoral au cadre légal et aux normes internationales. Le rapport est présenté par la présidente de la coalition. Globalement, le scrutin s'est bien déroulé dans 90,3% de poses de vote où les observateurs de la COSEP ont travaillé. Dans le détail, on peut retenir entre autres que les poses de vote étaient facilement accessibles dans 96,4% des bureaux visités par les observateurs et 92,3% des observateurs ont constaté la présence de délégués des duos des candidats. Les normes Covid sont respectées globalement, dans une proportion de 84% pour l'ensemble des acteurs. À la clôture, 96% des observateurs de la COSEP ont reconnu que l'ambiance était bonne. Dans 75,7% des poses de vote, le dernier électeur a voté avant ou à 16h00. En général, 100% des observateurs ont constaté que la conduite globale de la clôture et du dépouillement était bien. Il est à noter cependant quelques rares cas de violation du code électoral qui sont observés pendant l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Comme recommandation, nous avons à l'endroit du gouvernement que le gouvernement œuvre pour un dialogue inclusif de toute la classe politique pour la consolidation de la démocratie dans la paix. Que la Sénat accorde une attention particulière à l'amélioration du secret du vote, notamment en veillant à ce que les réglementations relatives au vote assisté pour les personnes handicapées, les femmes enceintes, les nourrices et les personnes du troisième âge soient correctement et systématiquement mises en œuvre dans tous les centres de vote. Que la Sénat intègre dans son agenda le renforcement des capacités des OSC pour une meilleure contribution aux processus électoraux. Que la classe politique forme leurs partisans à la citoyenneté et au patriotisme. Que la classe politique contribue à l'apaisement des tensions que traverse le pays. À l'attention de la population, que la population considère le vote non seulement comme un droit constitutionnel, mais également comme un devoir citoyen, car c'est en cela que les élus de la République tirent leur légitimité. Enfin, à l'attention de la société civile, que la société civile maintienne la veille citoyenne. Toute autre chose pour finir maintenant, lancement des activités du projet Bouton Covid-19 module à l'Université d'Abomey-Calavi. C'est l'une des initiatives les plus remarquables portées par les institutions scientifiques béninoises pour impacter la communauté à la base dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Axé sur le thème « La jeunesse béninoise engagée dans la lutte contre la Covid-19 », ce programme consacre le lancement du document Covid-19 « Comment puis-je me protéger et protéger les autres » dans les communautés scolaires et universitaires. Retour sur la cérémonie dans ce reportage signé Ouliat Sanoussi. Le projet Bouton Covid-19 module mobilise les attentions à l'Université d'Abomey-Calavi. L'activité s'inscrit dans le cadre des initiatives communautaires visant à contribuer à une meilleure riposte contre la pandémie de Covid-19 dans les communautés universitaires et scolaires. Elle est portée et mise en œuvre de façon conjointe par l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles URMAFA et l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Cette activité d'impact sur la communauté a démarré depuis près d'un mois en réalité, où nous avons partagé des moments avec les apprenants sur leurs différents établissements. Nous avons échangé autour de la question de la Covid. Nous avons initié le concours et nous avons, nous le pensons, réussi à insuffler cette passion à cette jeune couche. Ceci nous permet de sortir des champs classiques
de la recherche scientifique pour côtoyer un peu le monde de la vulgarisation scientifique. Le projet Boutons Covid-19 module, un programme consacré au lancement du document Covid-19, comment puis-je me protéger et protéger les autres. Un document développé par le Smithsonian Science Education Center et l'Inter-Academy Partnership. L'objectif étant de l'introduire dans les communautés scolaires et universitaires du Bénin à travers une série d'activités telles que l'exécution des travaux pratiques relatifs aux gestes barrières et un concours de poèmes basé sur le document. L'initiative est saluée par les différentes autorités présentes au regard de son approche innovante. Cette activité a le potentiel d'aider les jeunes apprenants à mieux se protéger et à protéger les autres. Le caractère ludique et pratique des activités prévues garantit un impact durable sur les apprenants. Le concours de poèmes, le projet de mise en place de clubs scolaires Jeunes contre Covid-19 ont le potentiel d'asseoir chez les apprenants des bases pratiques et des aptitudes pour mieux respecter les gestes barrières. Ce projet vient donc à point nommé au regard de sa cible et de la pertinence de la problématique. Cette approche permet de les autonomiser, de les responsabiliser et de faire d'eux des acteurs engagés. En procédant au lancement des activités, le président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin espère que l'initiative se poursuive et que ces jeunes deviennent des ambassadeurs de la lutte contre la Covid-19. Peu d'initiatives de lutte contre la Covid-19, et particulièrement sous nos cieux, se sont focalisées sur la sensibilité des plus jeunes face à la pandémie. Au regard de tout ceci, je ne vous cache pas que je suis satisfait de l'initiative et ne peux qu'espérer que cette activité soit une parfaite réussite. L'engagement est ainsi pris par tous d'accompagner l'initiative pour sa durabilité. Au cours de la cérémonie, les lauréats au concours de poèmes ont été primés après avoir présenté leurs différentes œuvres de l'esprit. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.